Alors, très intéressant. Les différents niveaux d'intersectorialité se rajoutent, posent des questions au domaine de la jeunesse. Et on va prendre la période pour échanger, une vingtaine de minutes avant d'aller manger. Il est certain que c'est la fin de l'avant-midi, on est tous à vouloir se déplier, mais je pense que c'est intéressant qu'on poursuive et mette la table pour les échanges un peu plus tard cet après-midi. Alors, des questions? Merci beaucoup pour vos présentations très complémentaires. En fait, ce que les présentations montrent, c'est que les enjeux sont extrêmement complexes. Il faut adapter la réponse en fonction de la complexité des enjeux et aussi adapter les interventions en fonction des enjeux de chacun. On a parlé des immigrants et des autochtones, etc. En même temps, Angèle, elle montre que c'est pas si facile que ça parce qu'il y a des obstacles structurels, etc. Mais j'aimerais vous amener, en fait, à parler un peu des solutions, ok? Parce que les problèmes, on les connaît et qui empêchent en fait l'action concertée autour des besoins. Angèle, tu as en fait proposé certaines solutions qui sont documentées, notamment mobiliser le législatif, des mécanismes de rédition qui mutualisent les efforts, etc. Il y a eu des tentatives dans ce sens au Québec, notamment pour les politiques favorables à la santé. On a des articles de loi pour ça. On a aussi fait de l'évaluation d'impact sur la santé pour inciter les différents ministères à travailler dans le même sens. Mais quand on a regardé les évaluations de tout ça, ça ne donne pas grand-chose parce que les logiques sectorielles demeurent, comme tu le démontres. Maintenant, une question peut-être simple, mais je ne sais pas comment va être votre réponse. Est-ce que vous pensez qu'en introduisant des contre-pouvoirs comme justement la participation citoyenne, etc., est-ce que vous pensez que ça pourrait être justement une façon de forcer justement ce travail en concertation, y compris au niveau de gouvernance supérieure, quoi. Il y a des tentatives qui se font aussi au Québec, notamment des représentants des usagers dans les comités interministériels, etc. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une solution ou est-ce que vous êtes plutôt pessimiste par rapport à ça? Ce que je dirais vis-à-vis de cette question-là, la participation citoyenne, c'est que dans les travaux qu'on a fait sur les tables de quartier à Montréal, là, je reviens au niveau local. Les paliers supérieurs, c'est une autre question, là. Mais au niveau local, ce que moi, je vois, c'est que le travail des tables de quartier est important pour cueillir, organiser, faire circuler, donner de l'impact, en fait, à la parole citoyenne. Et je peux dire que dans l'appareil municipal, ça a une grande valeur. C'est très écouté, c'est respecté. Et ça change des choses. Ça, je peux dire ça. Au palier supérieur, je n'ai rien vu de tel. Moi, je dirais peut-être parce que j'ai vu du point de vue communautaire, par exemple, les centres d'amitié, donc recevoir tous ces programmes, Avenir d'enfants, Québec en forme, et justement être pris avec le problème qu'il y a tellement de reddition de comptes. Et puis, les gens commencent à s'associer au nom du nouveau programme. Et donc, l'organisme qui s'y dit, il a commencé à revoir toute sa structure au niveau du décloisonnement, mais il y a un travail à l'interne qu'il doit faire avec les employés, qui est quand même, parce que ça leur demande aux employés, aux intervenants, de travailler de façon très différente, et aussi qu'ils aient vraiment des personnes très solides pour négocier avec chacun de ces acteurs gouvernementaux, ces fondations, pour cadrer dans la reddition de comptes, tout en travaillant de façon décloisonnée. Donc, ça, c'est un niveau micro, là, quand même petit, mais je trouve ça super intéressant au niveau des pistes prometteuses de voir des organismes communautaires qui commencent à se dire « Wow, nous, on va essayer on ne va pas se faire diriger par toutes les redditions de comptes et les nouveaux formulaires. Nous, on va essayer de jouer avec ça aussi. Par exemple, dans les programmes d'employabilité aussi, on est en train de voir ça. » C'est très intéressant. Je dirais que par rapport au milieu de l'immigration, il y a des consultations en ce moment. On croit au contre-pouvoir et je pense que c'est fondamental. Il y a toujours le danger, puis vous l'avez bien mentionné, le danger d'une part de l'instrumentalisation des voix. Et c'est pour ça que être consulté, oui, mais être dans les instances décisionnelles, c'est encore plus fondamental. Et même comme chercheur en recherche,
on se demande comment inclure, mais pas juste pour valider ce qu'on pense, mais aussi penser des nouvelles solutions, des stratégies, puis de donner les moyens aussi d'être présent, parce qu'on représente souvent je parle comme chercheur, on travaille avec des personnes qui sont précarisées, vulnérables, exclues. Donc, pensons seulement, dans mon cas à moi, bon, si je viens d'arriver, que je suis allophone, comment je m'inscris? Ma priorité, c'est de mettre de la nourriture sur la table, c'est pas de participer à des consultations. Donc, il faut quand même, à travers tout ça, savoir tenter de penser une représentativité de ce contre-pouvoir-là. Il y a aussi, je dirais peut-être, puis ça va dans votre sens, on parle souvent des interprètes, des intervenants pivots, donc les contre-pouvoirs, c'est aussi des gens qui sont capables de faire sens de la réalité des uns et des autres, que ce soit au niveau micro-social ou macro-social, et au niveau des services, ce fameux leadership-là est, je pense, capital, parce que ça prend... Oui, il faut dire les choses, mais il faut aussi avoir les moyens de changer les choses. Et c'est souvent dans cet espace-là qu'il peut y avoir aussi beaucoup de frustration de dire, bien, je l'ai dit et répété, mais ça ne change rien. Donc, je pense que la mobilisation citoyenne, elle a tout son sens quand il y a aussi des conditions qui sont mises en place une fois qu'on sait les choses. Mais ce que je veux ajouter là-dessus, c'est que l'exemple que vous donnez des territoires locaux qui ont fait l'effort de ne pas juste accomplir les sectorisations qu'on leur demandait. Il y en a effectivement. Ceux qui ont travaillé avec beaucoup d'implication des citoyens. L'effet de ça, c'est que ça crée des inéquités dans la distribution des ressources entre les territoires mieux organisés et les territoires qui n'ont pas cette capacité d'organisation. Organisation du milieu communautaire et participation citoyenne. Les territoires à Montréal, je pense à, je ne sais pas, Saint-Michel, mettons, où il y a une histoire de militance qui fait que ce territoire-là s'organise. Mais il y en a d'autres qui souffrent de ça parce qu'ils ne sont pas capables de se représenter et de négocier. Et ce mode de fonctionnement au mérite, si on veut, crée beaucoup, beaucoup d'iniquités entre les territoires locaux vis-à-vis les populations qui, elles, ont les mêmes besoins. Oui, ma question, elle va un peu pour Mme Natacha Blanchette et Cohen. En fait, moi, je me questionne. Vous avez pensé, lors de votre dernière présentation, votre PowerPoint, qu'il faut travailler ensemble à l'inclusion dans un contexte de réconciliation et de reconnaissance. Peut-être que je suis un peu pessimiste, mais je ne pense pas qu'au Québec, on est dans un contexte de reconnaissance et de réconciliation, pour ma part. Puis c'est ça qui m'amène à me questionner, comme est-ce que nous sommes réellement dans une position où est-ce qu'on peut faire des changements, puis si ou comment, puis là, je suis encore un peu pessimiste. Je reconnais les bienfaits de la recherche, je suis reconnaissante de ce que vous nous avez appris aujourd'hui, mais j'y vois quand même les limites de ce que vous nous apprenez dans un contexte où est-ce qu'on est quand même des intellectuels, puis dans un contexte où est-ce que justement il n'y a pas vraiment d'ouverture du gouvernement, puis où est-ce que le gouvernement propage un discours raciste et haineux. Je me questionne de comment et où on va travailler cette réconciliation et cette reconnaissance, en tout cas la sensibilisation aux réalités des personnes autochtones. Je trouve que le questionnement est vraiment une première étape je pense qu'il faut avoir de l'espoir. Je pense que Martin, au début, a dit, on peut voir tout ce qui ne fonctionne pas, il faut essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne. C'est sûr que ayant travaillé, vécu ailleurs au Canada, parfois on a l'impression que le Québec, par rapport à la reconnaissance, son discours, qu'il y a des éléments racistes, il y a du chemin à faire. Par contre, au niveau de l'espoir, moi, je pense que dans le contexte de la chaire réseau, du travail qu'on fait en collaboration avec les organismes autochtones, il y a un renforcement des capacités des organismes pour être aux tables. Donc, les centres d'amitié sont aux tables. Les femmes autochtones du Québec, ils sont à ces tables pour avoir une voix et puis faire valoir l'importance de reconnaître ces enquêtes. Il y a quand même un contexte où c'est difficile que le gouvernement ne puisse pas, il ne peut pas ignorer
Là, la question, c'est comment apporter des changements plus systémiques. Parce que je pense que oui, la recherche, elle fait juste confirmer. Moi aussi, j'ai l'impression. Et on fait la recherche pour valider, au fait. C'est pour ça qu'on travaille toujours en collaboration pour donner les chiffres, les statistiques, les articles, allez-y, pour aller dire, ben écoute, oui, il y a des pratiques prometteuses, parce qu'il y a des bonnes choses qui se font dans certaines écoles, il y a des bons partenariats, il y a un effort de reconnaissance, mais ce n'est pas systématisé. Il y a vraiment un besoin d'amener ça à ce niveau du ministère pour qu'il y ait une reconnaissance dans les cursus pour amener un changement beaucoup plus important. Donc, je comprends d'où vous venez, puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui partagent un pessimiste. En même temps, je pense qu'il y a des voix porteuses et puis il faut miser là-dessus, puis il faut surtout miser vers le renforcement des capacités des jeunes aussi, de la relève. Ça, c'est un élément super important dans le contexte à la chaire, de renforcer les gens qui pourront être des porteurs dans les postes de recherche, mais aussi dans le gouvernement. Très intéressant. Puis ça souligne aussi les enjeux qui sont discutés ce matin à la manière dont ça doit être porté, y compris avec les jeunes. Et comment ça doit être porté là-haut. On vient de comprendre qu'il y a aussi cette importance qu'il y ait une forme de cohérence qui parte de l'action intersectorielle stratégique d'en haut jusqu'en bas pour que ça fasse sens pour tout le monde. Et les préoccupations, je pense, sont tout à fait intéressantes. Peut-être juste avant d'aller dîner, une de nos collègues qui prendra la parole un peu plus tard cette semaine, lorsque j'étais un peu fatigué et que je lui écrivais, bien, on verra dans quelques mois, quelques années, si ce qu'on fait en ce moment peut contribuer à. Et bien, on est tous fatigués, hein, on l'a dit au début de la semaine. Et elle me réécrit toujours à 1h30 du matin, pendant qu'elle aussi est en train d'essayer de faire avancer des choses. Il faut persévérer pour que nos jeunes puissent avoir les mêmes services de qualité que, dans ce cas-ci, d'autres jeunes à travers le Canada ont. Donc, il y a toujours des pistes prometteuses. Si elles ne sont pas ici, elles sont ailleurs, pour s'en aspirer, pour aller un petit peu plus loin, pour améliorer. Et de nouveau, une piste transversale de cette semaine-ci, c'est de s'appuyer et d'accompagner la voix des jeunes pour qu'on puisse y arriver. Et ça, je pense qu'on va en réentendre parler.